Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu planer le long du quai, jusqu'au banc où je t'attendais. Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Cinéma Radio aime l'ouvrage Daniel Darieux, Stradivarius de l'écran, qui est sorti en octobre 2018 aux éditions Un autre regard. Et nous avons la chance d'être par téléphone avec l'auteur de ce formidable livre. Il s'agit de Jean-Noël Grandot. Bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que c'est pas un hasard si le livre est paru un an tout juste après la disparition de cette grande actrice Daniel Darieux. Oui, en effet, bon, c'était un concours de circonstances puisque moi j'ai entrepris quand même la rédaction de l'ouvrage avant sa disparition. J'espérais quand même qu'elle le verrait puisque donc elle était toujours en vie lorsque j'ai commencé à travailler dessus. Je lui avais même écrit pour lui en parler et effectivement donc elle a disparu le 17 octobre 2017 et un an après le livre finit par naître, par voir le jour. Oui. Vous venez de le dire, vous avez été en contact avec elle à l'occasion de cet ouvrage. Est-ce qu'elle était sensible au fait que quelqu'un d'autre puisse faire sa biographie un jour ? Alors je ne pense pas. En fait, oui, c'était elle qui ne voulait pas du tout écrire ses mémoires. Hein. Et puis, donc moi je l'avais contactée d'une part par correction, dans la mesure où elle était toujours de ce monde et qu'un livre se préparait sur elle. Je pensais que c'était correct de l'informer. Et puis j'avais aussi donc sollicité par quelque moyen que ce soit un entretien, par écrit, par téléphone ou autre. Bon, évidemment, je n'ai pas eu de réponse, mais ça je m'y attendais. Et en fait, elle ne voulait pas donc elle-même se raconter. Elle a sorti en 1995 un ouvrage de très belles photos hein, qu'elle a commenté elle-même avec le concours de Jean-Pierre Ferrière, mais elle-même ne se serait jamais lancée, comme c'est un petit peu la mode, dans une autobiographie qu'elle aurait écrite de sa main. Je crois que c'est très tôt que vous avez songé à faire un jour un ouvrage sur Daniel Darieux. Oui, c'est-à-dire que c'est une actrice moi que j'ai identifiée déjà comme étant très jeune hein, en tant que cinéphile. Dès mes premiers balbutiements hein, d'amateur de cinéma, elle a été là finalement. Je me suis ensuite aperçu qu'elle a traversé comme ça donc effectivement 80 ans de cinéma, donc toute l'histoire du cinéma parlant. Et voilà. Et puis j'ai la faiblesse d'aimer les acteurs, donc quand on aime les acteurs, on ne peut pas ne pas aimer Daniel Darieux, qui est quelqu'un d'une actrice d'une finesse et d'une grande justesse, et qui en même temps exprime beaucoup de choses. Hein. Et donc voilà la passion, oui, enfin, où je ne suis pas dariolâtre, je suis dariophile peut-être, mais pas dariolâtre non plus, je ne suis pas fétichiste. Voilà, mais c'est vrai que c'est une actrice sur laquelle j'ai toujours voulu écrire. Dès que mon premier livre a été publié il y a quelques années, et enfin donc ce projet a vu le jour après plusieurs années de rebondissement. Voilà, donc c'est comme ça que ce livre est né et que Darieux finalement m'a toujours accompagné, je dirais, dans mon parcours de cinéphile et ensuite quand je me suis intéressé à l'histoire du cinéma et que vraiment il y avait une volonté d'écrire sur elle et de montrer quelle actrice qu'elle a été, et aussi avec une volonté peut-être de la faire découvrir ou redécouvrir à certaines générations. Vous venez de le dire, cette actrice Daniel Darieux vous a toujours accompagné. Alors c'était également le cas de Jean-Claude Carrière, la préface signée de la main de cet écrivain, scénariste, conteur, acteur, réalisateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation que lui-même, Jean-Claude Carrière, entretenait avec cette actrice? Je crois qu'il avait très tôt, très jeune, envoyé un petit courrier d'ailleurs à Daniel Darieux. Oui, c'est ce qu'il raconte dans la préface, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il était jeune cinéphile aussi. Hein. Il a très tôt admiré Darieux, donc il lui a envoyé un courrier
pour tout simplement avoir un autographe. Hein, et puis évidemment, la dame était tellement sollicitée qu'elle ne lui a jamais répondu. Mais plus tard, lorsqu'il est rentré dans la carrière, ils ont fini par se rencontrer, notamment à l'occasion de la pièce Harold des modes, hein, qu'il a adaptée et qu'elle a jouée. Elle a joué son adaptation. Et Carrière, évidemment, comme beaucoup, a été impressionné et marqué, hein, par sa rencontre avec Daniel Darieux, mais comment peut-on ne pas l'être finalement? Mais en même temps, je crois que vous parliez des relations qu'ils ont pu avoir, je crois que Darieux n'avait pas véritablement de famille de cinéma. Hein. C'est quelqu'un qui se tenait beaucoup à l'écart des mondanités, beaucoup à l'écart du monde du cinéma. C'était une actrice qui faisait son métier de façon très très professionnelle, mais qui en même temps, une fois que la caméra avait fini de tourner, redevenait Madame Darieux, Madame tout le monde. Donc voilà, elle a travaillé, elle a eu des collaborateurs, elle a fait son métier de façon très très sérieuse, hein, mais en même temps, elle a toujours l'équifrise Darieux, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup séduit. Donc le fait d'avoir des relations, oui, elle a eu certainement des amis dans le milieu du cinéma, mais ce n'est peut-être pas dans ce milieu-là qu'elle a eu ses véritables amitiés ou ses véritables relations tout au long de son parcours, de sa vie. Jean-Noël Grandot, avant de nous dire plus en détail ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, on va peut-être s'intéresser au titre. Daniel Darieux, le Stradivarius de l'écran, c'est donc le titre de votre livre. Le Stradivarius de l'écran, qui était son surnom, un surnom qui avait été donné très tôt par, je crois que c'était un journaliste qui lui avait donné ce surnom au début de sa carrière. Oui, tout à fait. Dès 1936, hein, donc alors qu'elle est en pleine ascension, hein, elle est une future vedette, ou du moins vedette en devenir, et c'est un journaliste qui lui donne ce surnom. Et finalement, cette appellation va perdurer tout au long de sa carrière, dont beaucoup de cinéastes, hein, se sont revendiqués comme étant les pères de cette appellation de Stradivarius de l'écran, hein, Jacques Demy, Paul Becchiali, beaucoup ont joué là-dessus, mais en fait, c'est dès 1936 donc un journaliste nommé Benjamin Fentilbert qui lui accorde ce surnom, et je trouvais que finalement ça lui allait assez bien, ce côté instrument de musique dont il faut savoir parfaitement jouer, et si on sait bien en jouer, on en tire les meilleures notes. En plus, elle a eu une carrière jeune avant le cinéma de violoncelliste, donc le côté Stradivarius, instrument à cordes, finalement lui convient assez bien, et c'est pour ça que j'ai voulu donc donner ce titre à cet ouvrage, et en même temps pour montrer que voilà, est-ce qu'il y a une actrice plus fine, plus sensible que Daniel Darieux. Alors donc Jean-Noël Grandot, qu'avons-nous dans cet ouvrage? Déjà, on peut dire qu'il y a de nombreuses illustrations, très belles illustrations qui composent, hein, ce livre de Daniel Darieux, le Stradivarius de l'écran, aux éditions Un autre regard. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve tout. C'est-à-dire qu'il y a évidemment sa carrière cinématographique, hein, qui est le corpus majeur, hein, du livre. Hein, donc le livre en fait est découpé je dirais en période chronologique, mais à l'intérieur de cette période chronologique, j'ai évité de faire du film à film. Je me suis plutôt penché sur j'ai tiré des grandes lignes, hein, que j'ai tenté d'illustrer avec donc les rôles et les films qu'elle a tournés. Il y a ensuite une série de 13 focus, 13 coups de projecteur qui illuminent des films de façon plus particulière, hein, donc des titres sur lesquels j'ai voulu moi personnellement m'attarder parce que j'y étais attaché, ou alors des films qui sont tout simplement importants dans sa carrière, dans sa filmographie. Et puis il y a aussi deux petits chapitres, un sur la chanson, puisqu'elle a aussi été une chanteuse, hein, il ne faut pas l'oublier, et un autre chapitre sur le théâtre, hein, voilà, beaucoup joué donc aussi au théâtre. Voilà, donc ce sont les grandes parties de ce livre.
Et puis, bien évidemment, une filmographie complète, une discographie, une théâtrographie, une bibliographie, voilà, comme tous les ouvrages qui se respectent. Allez, rapidement, on va être dans les chiffres, mais vous le disiez, beaucoup de films, 103 pour être précis, 103 films, quasiment 80 ans de cinéma, une cinquantaine de pièces de théâtre, et puis donc des dizaines de chansons. Oui, tout à fait. On chantait beaucoup dans le cinéma français des années 30, des années 40, et donc Darieux n'a pas failli à la règle, d'autant plus qu'elle avait une mère chanteuse qui lui a platté sa voix et qui lui a permis aussi de chanter. Hein. Donc elle a non seulement chanté dans ses films, mais elle a aussi fait de la comédie musicale à Broadway, elle a fait du tour de chant, elle a fait du cabaret, et la seule chose qu'elle n'ait pas faite, c'est de l'opérette, hein, ce qui est curieux vu son époque, mais ça ne s'est pas présenté. Mais elle a eu aussi une carrière de chanteuse à part entière, on peut dire, oui. Vous parlez à l'instant de Broadway, et donc le fait d'être à Broadway, c'était évidemment une grande fierté pour elle. Elle a notamment joué et chanté en anglais la comédie musicale de Coco Chanel. Enfin, elle interprétait le rôle de Coco Chanel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la comédie musicale avait été créée par Katharine Hepburn, qui n'était quand même pas n'importe qui, Ouais. et pour cause de santé, visiblement, Hepburn a dû s'arrêter en chemin. Et au pied levé, quasiment, Darieux l'a repris en se disant que c'était un défi et que si elle ne le relevait pas, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Mais contrairement à Hepburn, donc elle chantait elle-même en anglais, puisqu'elle parlait anglais, elle avait appris à parler anglais puisque lorsqu'elle a tourné à Hollywood. Donc elle chantait en américain, hein, et contrairement à ce que donc ne faisait pas Katharine Hepburn. Et en plus, bien souvent dans les critiques donc de cette époque, on s'aperçoit que pour une fois, on a préféré la copie à l'original. Donc véritablement, Darieux a eu une reconnaissance, hein, de la part des critiques et de la presse américaine, qui était loin d'être gagné, parce que bon, lorsqu'on n'est pas du sérail, c'est compliqué certainement de percer et de faire ses preuves, mais là, ils ne sont pas trompés, et ils ont bien vu qu'elle avait aussi ce tempérament nécessaire, et pour incarner Coco Chanel, puisque donc effectivement la comédie musicale Coco retraçait, hein, donc le parcours de Gabrielle Chanel, et en même temps donc pour pouvoir chanter, danser et jouer la comédie musicale, qui est un spectacle, un art qui demande plusieurs cordes à son arc, et que Darieux donc maîtrisait parfaitement. Et donc la comédie musicale qu'on retrouve également à l'écran avec de nombreux réalisateurs qu'elle a suivis tout au long de sa carrière. Oui, elle a tourné aussi, donc évidemment, sous la direction de Jacques Demy, hein, qui l'a fait participer à son aventure des Demoiselles de Rochefort, et puis il la retrouve quelques années plus tard pour Une chambre en ville, où elle chante entièrement son rôle. C'est elle-même, hein, qui chante dans les films de Demy, contrairement aux autres comédiens qui sont tous doublés. Elle assume donc la partition chantée, hein, puisque encore une fois, elle était une véritable chanteuse. Elle a chanté aussi, vous le disiez, dans 10 femmes. Elle a dans les films des années 40 aussi, hein, comme Premier rendez-vous, comme Caprice, comme Battement de cœur, on entend des chansons qu'elle interprète elle-même. Et donc c'est quelqu'un effectivement qui, du début à la fin, va faire parcourir comme ça la chanson dans ses films, dont elle va comme ça saupoudrer en quelque sorte, hein, irriguer les scénarios.
les cœurs trop lourds que m'importe, tout chante aujourd'hui, que nos rires montent dans la nuit. Dans mon cœur, tendre espoir fleurit, une hirondelle a chanté sur mon toit. Dans mon cœur, un rêve a fait son nid. Toutes les fleurs semblent s'ouvrir Alors au début de sa carrière, elle rencontre des cinéastes déjà confirmés, comme Anatole Litvak qui va la diriger dans Meyerling, ou Robert Siodmak dans La crise est finie. Elle croise le chemin de Billy Wilder, bon, qui à l'époque n'était pas quelqu'un de connu, qui va tourner un de ses premiers films en France, Mauvaise graine, donc où elle va avoir le rôle principal. Mais véritablement le premier grand qui va marquer sa carrière, c'est Henri Decoing, qui va ensuite devenir son mari, qui va lui apporter sa technique, qui va lui apporter son savoir-faire. Elle, en retour, va lui apporter sa notoriété, sa renommée. Et tous deux, donc pendant une première période de 5-6 ans, vont connaître de grands succès et aussi des films qui vont l'attirer vers le côté dramatique. C'était quelqu'un qui au départ avait une carrière, on disait Darieux, c'est du champagne. On ne voulait pas lui donner de rôle dramatique alors qu'elle en rêvait. Et Decoing va lui permettre aussi d'accéder à ce type de registre. Donc ensuite, après la guerre, elle va rencontrer quelqu'un comme Claude Autant-Lara qui va lui donner quatre rôles, dont 2 qui vont rester célèbres, Au Culto d'Amélie et puis Le Rouge et le Noir avec Gérard Philippe. Et puis, évidemment, la grande rencontre, certainement, arrive en 1950 avec Max Ophuls, avec qui elle tourne 3 films, qui vont rester 3 films majeurs dans sa carrière, La Ronde, Le Plaisir et surtout Madame 2. Et par la suite, effectivement, elle va aussi croiser le chemin d'autres cinéastes plus jeunes qu'elle, mais qui vont se souvenir de qui elle a été. Donc, elle va tourner pour Claude Chabrol dans Landru, elle va bien sûr donc tourner pour Jacques Demy 2 films, elle va croiser la route de Paul Vécali qui rêvait de la faire tourner depuis qu'il avait 6 ans, donc il va enfin réaliser son rêve en 1982 en lui faisant jouer le rôle de sa mère En haut des marches. Et puis d'autres cinéastes, donc comme François Ozon, comme Jeanne Labrune, comme Anne Fontaine, qui vont comme ça se souvenir de cette comédienne en célébrant rarement le mythe finalement, mais en ne l'employant que parce qu'elle est une grande actrice. On ne célèbre pas le mythe Darieux. Darieux n'est jamais un mythe à l'écran. Elle s'est toujours assise là-dessus, et elle ne s'est jamais autoproclamée, bien évidemment, star, vedette de cinéma. Elle a toujours, encore une fois, été une comédienne, et lorsqu'elle tourne un rôle, lorsque même ces jeunes cinéastes lui donnent un rôle, c'est non pas pour la célébrer en tant que vedette, mais pour lui donner un rôle, lui donner un emploi en tant qu'actrice de cinéma, tout simplement. Donc voilà, les grands cinéastes qui ont parcouru sa carrière, effectivement, donc je vous disais, il y a Henri Decoing, il y a Max Ophuls, il y a Claude Autant-Lara, il y a Jacques Demy, il y a Paul Vécali. La liste est très longue, sur 103 films, vous imaginez bien que il y a eu plus d'un grand nom qui s'est succédé derrière la caméra pour la diriger, et en même temps c'est quelqu'un qui va toujours se couler, s'adapter à l'univers que vont lui proposer tous ces cinéastes, et elle va parfaitement s'intégrer justement à ces idées et à cette direction d'acteur que vont lui imposer ces metteurs en scène. Pour autant, certains cinéastes étaient un petit peu intimidés devant la présence de Daniel Darieux. Il me semble que certains avaient même un petit peu des difficultés à aller la voir pour lui proposer certains rôles en imaginant qu'elle allait éventuellement les refuser parce que c'était des rôles, alors soit pour jouer par exemple une alcoolique, soit pour jouer un autre rôle qui l'aurait moins mise à son avantage, et donc certains cinéastes avaient du mal à aller lui faire ses propositions.
Oui, alors et c'est dommage, ils ont eu tort parce elle aurait adoré ça. D'ailleurs, Ouais, elle elle a les adoré acceptait, ça. ouais. Voilà, lorsque Jacques Demy lui propose de jouer une chambre en ville, euh, il lui dit mais Daniel, je ne peux pas vous le proposer, c'est le rôle d'une pocharde. Et elle lui dit et alors voilà, elle rêvait aussi de jouer le rôle d'une clocharde. Et Paul Vecchiali lui dit mais Daniel, je ne peux pas vous transformer en clocharde, c'est impensable pour moi. Alors qu'elle en rêvait. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours, alors avec des guillemets bien évidemment, mis en danger, mais qui n'était pas toujours là où on l'attendait justement, et qui a su et a pu aussi, a magnifiquement prouvé qu'elle pouvait s'adapter à tous les types de rôles, à tous les types de personnages, et donc elle a joué les clochardes dans Corps et Biens de Benoît Jacot, elle a joué donc les pochardes dans une chambre en ville, donc enfin, elle joue le rôle d'une baronne déchue par l'alcool et le tabac, entre autres, et puis elle a joué donc tout aussi, donc évidemment les baronnes, les grandes dames, les grandes bourgeoises, les meurtrières, les amoureuses, donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, a su parfaitement s'intégrer à tous les types de rôles qu'on lui a proposés, et elle adorait en fait sortir sortir des sentiers battus et casser un petit peu les carcans qui avaient été imposés par un certain cinéma un peu académique et qui ne lui permettaient pas d'avoir des rôles plus marquants, plus poussés, un peu dans la démesure, un peu dans la folie, mais elle adorait ça en fait. C'est un refrain du temps passé qui chante en ma mémoire d'une fillette au cœur blessé. C'est là toujours d'histoire, un écho du passé. Sa lèvre est rose, une rose en fleurs, et ses yeux du ciel ont la couleur. Elle a de quoi plaire au fils de roi, mais son cœur est en désarroi. Car la fillette au minois charmant est en porcelaine, simplement son doux regard n'a pour horizon qu'un des murs de la maison. Chaque nuit quand tout repose, l'espoir vient me griser, et je sens ma lèvre rose rougir sous un baiser. Ce n'est qu'un rêve, hélas quel tourment d'être en porcelaine, simplement ma lèvre est rose et le restera, nul jamais ne m'aimera. On a parlé des réalisateurs qui l'avaient accompagné dans cette très très longue et très belle carrière. Quels sont les acteurs également qu'elle a côtoyés, acteurs et actrices bien sûr, qu'elle a côtoyés pendant cette longue carrière? Alors évidemment, toutes les grandes stars ont été au rendez-vous de Daniel Darieux. Alors à commencer par celui qui a marqué donc ses premières années, qui fut Albert Préjean, avec qui elle a tourné 7 films entre 1934 et 1942. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a eu Jean Gabin, avec qui elle a tourné plusieurs films, 4 films en tout, dont La vérité sur Bébé Donge et Le plaisir, qui sont 2 films majeurs. Ça a pas toujours avec Jean Gabin, pardon, Jean-Noël Grandot, avec Jean Gabin, ça n'a pas été toujours des succès au niveau du public, mais peut-être plus non, effectivement, par rapport à Jean Gabin. Oui, elle a tourné 2 rôles, donc 2 films avec lui à un moment où il était au creux de la vague, donc Le plaisir en 51 et La vérité sur Bébé Donge, la même dans la foulée. Gabin avait perdu de son crédit parce que la guerre était passée par là et qu'il n'avait plus tourné de film. Et lorsqu'il revient, le succès va mettre du temps à revenir. Il faut attendre 53 avec Touchez pas au plaisir de Jacques Becker. Mais donc là, elle tourne avec lui à une époque où
où plus personne ne sait qui c'est en fait, hein, ou quasiment. Et puis ensuite, elle va tourner d'autres films avec lui, un polar assez réussi d'ailleurs, qui s'appelle Le désordre et la nuit, de Gilles Grangier. Et elle tournera avec lui d'ailleurs dans son dernier film, L'année sainte, aux côtés de Jean-Claude Brialy, film de Jean Giraud. Donc 4 films comme ça où elle va rencontrer celui qu'elle apprécie beaucoup parce que il aimait manger, il aimait boire, c'était un bon vivant et qu'elle aussi, elle adorait ça. Voilà. Et puis, évidemment, un autre couple de cinéma bien différent de celui qu'elle va former avec Jean Gabin, c'est celui qu'elle va former avec Gérard Philippe, hein, dans 2 films, Taubouille et Le Rouge et le Noir. Acteur évidemment mythique, hein, lui aussi, que le cinéma n'a pas toujours très bien servi d'ailleurs, mais qui va s'illustrer comme ça dans 2 rôles avec elle en compagnie de Daniel Darieux. Voilà, et on retrouve aussi des gens comme Jean Marais, comme Jean Rochefort, vous l'avez dit, et puis aussi des actrices. Hein, donc, elle va tourner avec Viviane Romance, qui était j'allais dire une rivale, mais quelqu'un non qui était dans une vedette aussi à la même époque qu'elle. Et puis aussi une grande rencontre, à mon avis, qui va être celle avec Catherine Deneuve, hein, puisqu'elle va être sa maman de cinéma. Donc elle se rencontre une première fois en 1960, alors que Deneuve débute dans un film qui s'appelle L'homme à femme, où elle joue sa nièce. Et ensuite, elle va la retrouver 3 fois tout au long de sa carrière, où elle va jouer sa maman. Oui, chaque fois, dans Les femmes, dans Les Demoiselles de Rochefort, voilà. Et c'est véritablement une filiation aussi qui va se mettre en place entre les 2 actrices. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, le jeu de Deneuve ressemble beaucoup au jeu de Darieux et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de similitudes entre les 2 femmes et entre les 2 comédiennes. Et alors, ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que pour vous, Daniel Darieux, au fond, c'est l'une des rares figures qui a valorisé le vieillissement. C'est vrai qu'on l'a vu à toutes les époques de sa vie, et eh bien, elle n'a pas hésité, justement, vous venez de le dire, à jouer le rôle de maman, la maman de Catherine Deneuve, par exemple. Oui, c'est quelqu'un qu'on a vu vieillir à l'écran, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui d'ailleurs finalement. Caroline Champetier, qui était chef opérateur sur Nouvelle Chance, hein, le film d'Anne Fontaine qu'elle tourne en 1990, en 2006 pardon, alors qu'elle a quasiment 90 ans. Donc Caroline Champetier dit que c'est vraiment un visage marqué, bien évidemment, puisque c'est une dame de 89 ans, mais qui en même temps dégage une émotion qui est restée intacte. Et aujourd'hui, on a un petit peu de mal à retrouver ce genre de situation. Alors, elle était coquette, Darieux, donc elle avouait quand même s'être fait refaire le coup, disait-elle. Mais elle disait, ça ne marche pas, je l'ai fait refaire parce que ça ressemblait à un vieux paillasson dégueulasse, disait-elle, mais ne le faites pas, ça ne marche pas. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas usé ni abusé de la chirurgie esthétique, donc comme ça se fait aujourd'hui beaucoup. Et donc, ça lui a permis, comme ça, effectivement, de jouer les mères, puis les grands-mères, voire les arrière-grands-mères, et toujours justement avec cet aspect, cet aspect net, cet aspect sincère, cet aspect immédiat aussi dans l'expression de son visage. C'est vraiment quelqu'un dont le visage n'a pas été modifié à outrance et qui parvient donc parfaitement à faire passer des émotions comme elle les faisait passer à 20 ans, elle arrive à les faire passer à 95. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, qu'on retrouve au soir désarmés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir
nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regrets pour payer nos frissons, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Dans ce que vous dites depuis déjà quelques minutes, ici, Jean-Noël Grandot, et puis dans ce que vous avez écrit dans ce bel ouvrage Daniel Darieux, Le Stradivarius de l'écran, je crois entendre que on n'avait pas affaire à quelqu'un qui était caractériel. C'était pas une actrice caractérielle qui avait des explosions comme ça sur les lieux de tournage avec les réalisateurs, avec les autres actrices et acteurs. Elle était assez linéaire dans sa manière d'être. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est quelqu'un qui a fait ce métier un peu par hasard. Hein, Elle rêvait pas d'ailleurs de faire du cinéma, ouais. Pas du tout, c'était pas du tout ça. Au départ, elle voulait aller soigner les enfants lépreux en Afrique. Donc, Voilà. vous voyez qu'on on était loin d'Hollywood. Et donc, elle a remercié finalement le ciel toute sa vie de lui avoir offert la carrière qu'elle a pu obtenir. Et c'était quelqu'un, encore une fois, c'était Madame Tout le Monde. Donc, elle était tout à fait consciente, bien évidemment, notamment les années passantes, d'avoir eu la carrière qu'elle avait eue. Elle en était certainement très heureuse, hein, avec peut-être aussi une once de fierté, mais en même temps, voilà, elle ne prenait pas ce métier très au sérieux. Elle le disait que c'était acteur, c'était un métier trop bien payé pour ce qu'il y avait à faire et que ça ne valait pas la peine de le prendre au sérieux. Ceci étant, elle le faisait de façon très professionnelle aussi. Elle ne le prenait pas par-dessus la jambe. Et on est face à Madame Darieux qui, ensuite, une fois que les lumières s'étaient éteintes, retournait dans sa maison de campagne, vivre avec sa famille, voilà, ses chiens, ses vaches, puisqu'un temps elle s'est lancée, elle a beaucoup vécu à la campagne, loin de Paris, loin des mondanités, et donc c'est quelqu'un, oui, d'une simplicité biblique et qui, encore une fois, avait des amis qui n'étaient pas forcément très impliqués non plus dans le milieu du cinéma. Au point de vue de sa vie personnelle, cette vie a failli être de temps en temps un petit peu commentée, mais je crois qu'elle a rapidement essayé de mettre de l'ordre dans tout ça et voilà, et de répondre assez clairement. Tout à fait. Donc il y avait véritablement un mur qui était infranchissable. Et si vous le franchissiez, je pense que la réponse était aussi cinglante, ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait normal. De mon côté, donc il n'y a absolument rien sur sa vie privée. Voilà, s'il y a des choses qui touchent, je dirais, à la sphère du privé, enfin, ou du semi-privé, c'est parce qu'ils ont un rapport avec sa carrière, mais en aucun cas il n'y a de ragot dans ce que j'ai écrit. C'est quelque chose que je me suis interdit, que ce soit d'ailleurs sur Darieux ou sur quiconque. Et elle-même donc mettait une barrière qui était absolument donc infranchissable entre sa vie publique et sa vie privée. Et sa vie privée ne regardait qu'elle et elle avait bien raison. Et donc c'est quelqu'un qui s'est toujours énormément protégé des journalistes, des interviews, parce qu'ils avaient parfois un peu aussi la mauvaise habitude de réécrire son histoire, de dire des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Donc elle s'est beaucoup protégée de ça. Elle était d'ailleurs pas très bien, pas trop aimée des journalistes. Elle a reçu plusieurs fois le prix Citron, qui était un prix que la presse donc décernait aux acteurs les moins
coopérative plutôt avec les journalistes, avec la presse, et elle était ravie de recevoir ce prix d'ailleurs parce que ça montrait aussi ce côté un peu acide, ce côté un peu hors du circuit, hein, qu'elle a toujours revendiqué. Et si Michel Morgan a reçu le prix Orange, qui donc était l'inverse, donc le prix de la meilleure collaboratrice avec les journalistes, Darieux, elle s'est toujours vantée et revendiquée d'avoir eu le prix Citron. Donc quelqu'un, oui, qui se protégeait beaucoup, et en même temps, ça faisait planer un mystère sur la star, donc ça n'est pas plus mal. Et si vous enlevez du mystère à une vedette, à une star de cinéma, hélas, il ne reste plus grand-chose. Et justement, en parlant de star, elle a donc eu une belle carrière au niveau international. Et je crois que on a souvent entendu parler de Brigitte Bardot et ses fameuses initiales BB, mais c'était finalement elle, hein, qui avait eu cet honneur d'imposer ses initiales DD. Oui, alors c'est vrai qu'elle arrive donc au début du cinéma parlant en imposant ces fameuses initiales qui, comme Brigitte Bardot d'ailleurs était son véritable nom, hein, elle n'avait pas de pseudonyme. Oui, il y a eu Dédé, mais il y a eu aussi MM, hein, avec Michel Morgan, il y a eu CC avec Claudia Cardinal. Bon, c'est vrai que les plus célèbres sont restées celles de Bébé, mais oui, tout de suite elle impose comme ça, sans le vouloir, puisque c'était son patronyme, ses initiales doubles, et ça va effectivement être repris bien évidemment plusieurs fois dans les articles de presse, hein. Elle va même tourner un film qui s'appelle Dédé, mais le diminutif d'André, hein. Donc dans les années 30, un film de René Guissard qui est adapté d'une opérette, et bien évidemment qui jouait sur la notoriété de l'actrice et de ses initiales doubles. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui très jeune va imposer ses initiales, oui. L'amour toujours, tonight for sure, tonight for sure, l'amour. Alors, deux petites questions avant de se quitter, Jean-Noël Grandot. Si je vous demande de me citer un ou, allez, maxi deux films qui, selon vous, en tout cas pour vous, ont été majeurs dans sa carrière et qui vous ont fait vibrer particulièrement, Jean-Noël Grandot. C'est impossible. Je sais. Alors, il faut faire un choix. Alors, ouais. je vais dire donc cinématographiquement parlant, pour moi, c'est Le Plaisir de Max Ophuls que je porte très très haut. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est un film beaucoup moins connu, mais qui est une charmante comédie de l'adultère en fait, qui s'appelle La Maison Bonadieu de Carl Orine, qui est un film qu'elle tourne au tout début des années 50 et voilà que moi j'aime beaucoup. Mais je pourrais évidemment vous en citer d'autres, mais vous n'en voulez que deux, alors je m'arrête là. Et si je vous demande de la décrire en quelques mots, des qualificatifs comme ça qui pourraient décrire Daniel Darieux avec votre propre vision évidemment, Jean-Noël Grandot. Alors si je vais la qualifier, je dirais fine mouche. Juste, immédiate, instinctive. Merci beaucoup Jean-Noël Grandot pour ces qualificatifs que vous nous proposez pour décrire cette actrice Daniel Darieux. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez déjà des projets futurs pour des ouvrages que vous aimeriez écrire sur des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices, sur des courants du cinéma? Oui, alors il y a des projets bien évidemment, mais je n'en parle pas. Vous savez, les auteurs sont très superstitieux, donc tant que rien n'est signé, je n'en parle pas. Bien. Donc effectivement, les projets fourmillent. D'ailleurs, si les éditeurs sont à l'écoute, je suis tout prêt à les accueillir. Non, mais oui, il y a des projets, donc pour l'instant, on attend de voir. Voilà. Bon. Il faut aussi que ce livre prenne son envol, rencontre son public et remette Daniel Darieux en majesté. Et vous, on va dire que Jean-Noël Grandot, vous êtes établi dans le sud de la France. Et d'ailleurs, ces éditions Notre Regard sont des éditions du sud de la France puisqu'elles sont établies à Albi. D'ailleurs, on les remercie, oui. Notre Regard, puisque ces éditions offrent aux auditeurs de cinéma radio quelques ouvrages. Donc, si vous souhaitez repartir avec votre ouvrage dont on vient de parler de Daniel Darieux, le Stradivarius de l'écran,
de son auteur Jean-Noël Grandot, avec qui nous sommes aujourd'hui sur Cinéma Radio. Eh bien, n'hésitez pas à écouter la radio, et dès que vous entendez un extrait d'un film ou une comédie musicale ou une chanson de Daniel Darieux diffusée sur la web radio, la radio du cinéma, Cinéma Radio, eh bien, vous nous le faites savoir, vous nous envoyez un petit mail et vous repartez peut-être avec cet ouvrage dont on vous parle. Vous envoyez ça sur contact@lafabriqueaudio.com, contact@lafabriqueaudio.com. Il faut que cet extrait de Daniel Darieux soit précédé de la mention Cinéma Radio aime le cinéma de Daniel Darieux. Un petit peu compliqué, faut être fidèle, mais en tous les cas, c'est la possibilité pour vous de repartir avec l'un de ces ouvrages. Merci beaucoup Jean-Noël Grandot. Merci à vous. Et à très bientôt avec peut-être donc notre ouvrage. Qui sait. Au revoir.